Brestoises, Brestois. Avant de vous laisser écouter cet épisode, il convient de préciser que la partie news a été enregistrée avant les annonces gouvernementales de mercredi. En conséquence, toutes les informations à propos des matchs à venir des jeunes sont caduques, puisque les championnats sont suspendus. Autre conséquence de ce confinement, plus joyeuse, l'équipe de Brest On Air a le plaisir de vous annoncer qu'elle réalisera une émission en direct juste après le match de Rennes ce samedi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le compte Twitter de l'émission. Brestoise, bienvenue pour ce premier épisode, en tout cas de cette nouvelle version 52 bis, on va dire. Avec donc on va commencer avec Fanch et avec Yann qui sont avec moi comme d'habitude. Alors pas d'intro. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour ce deuxième épisode de la semaine qui deviendra peut-être la norme. On parlera un peu donc des news et Yann, tu auras Romain de Radio Roazhon pour parler du Stade Rennais. Mais commençons tout de suite par les news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Alors les news, on va commencer peut-être par Larouste. Avec toi Fanch, Larouste et ce concours de pronostics toujours parrainé par la très belle et Jean-Sim qu'on salue s'il nous écoute. Alors Larouste, comment ça a été pour toi de ton côté Fanch? Ça a été une journée de bonne facture avec 6 bons résultats sur 9, avec 3 parfaits. 345 points, je remonte à la 12e place et je fais vraiment la remontada. J'ai l'impression de revenir sur les gars qui sont devant, mais avec un énorme braquet. Donc je suis 12e, mais bon, c'est pas de moi qu'on va parler. On va nommer les 3 premiers peut-être avec notamment Sepa Zizou qui est très régulier depuis le début de la saison et qui lui est à bientôt 2000 points. Donc vraiment belle performance de sa part. Il est à 32 bons pronostics et 11 parfaits. Derrière lui, sur le podium est complété par Xbox et Noma FC. On retrouve toujours les mêmes noms. Il y a un petit peloton de tête qui s'est dégagé. Mais comme on sait, le but, c'est d'arriver en tête à la fin et pas forcément de faire la course en tête. N'est-ce pas Primoge? Oui. Alors moi, si je peux adoucher un petit commentaire. Moi, je ne ferai pas la course en tête pendant la saison ni à la fin, je pense, puisque avec un seul bon résultat sur 9 matchs, voilà, un total de 2 points sur cette journée. Merci au Paris Saint-Germain qui a battu Dijon. Mais c'est vrai que j'ai perdu 53 places cette semaine et je pense que je me fais dépasser par des joueurs qui ne jouent pas. Hein, donc voilà, on est à ce point-là. C'est-à-dire que au niveau des pronostics, si jamais vous voulez gagner, vous regardez ce que je mets et vous mettez l'inverse et je pense que ça irait plutôt bien pour vous. De mon côté, c'est guère plus brillant. J'ai décidé d'abandonner la course en tête pour me livrer à un mano à mano avec des gens de ma famille. Pour l'anecdote, ma mère vient de me dépasser ce week-end, donc j'en entends beaucoup parler. Mais surtout, je joue les événements ponctuels grâce à la très belle. D'ailleurs, on peut quand même saluer le fait qu'il y ait au moins 150 personnes qui jouent régulièrement. Et rien que ça, je trouve ça quand même assez énorme. Enfin, c'est pas mal. Donc les gens sont en tout cas motivés par ce concours de pronostics qui évolue assez vite. Hein. Donc voilà, on vous encourage vraiment à continuer. Il y aura d'autres lots à gagner dans l'année. Et bah, justement, tu parles de lot à gagner. Ah, Et, oh là là! et le premier lot à gagner avait été contre Lorient, derby breton. Et on a discuté avec Jean-Cy, mais on s'est dit que la continuité serait quand même de faire gagner un autre lot pour un autre derby breton. Donc, s'il y a bien une semaine où il faut parier sur la Rouste et notamment sur Rennes-Brest, c'est ce week-end, puisqu'il y aura de nouveau un lot à gagner, comme sur le premier. Je ne sais pas si vous avez intérêt à mettre 3-2 pour Brest, mais il y a des lots à gagner cette semaine. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres derby bretons depuis le match de Lorient. Que ce soit contre Nantes, contre Strasbourg. Oups. Par contre, Fanch, voilà, tu disais qu'il y avait au moins 150 personnes à jouer régulièrement. Je suis évidemment 171e.
Donc, et je joue régulièrement. Donc, Je- merci Fonche pour ce point Larousse. Sinon, juste peut-être saluer ceux qui ont fait la plus belle progression ce week-end. Et ben c'est moi, encore une fois, 29. Ah non, on salue. Oh bah tiens, c'est rigolo ça. C'était totalement, absolument pas préparé. On salue Brieux-Bourreau qui gagne 36 places. Bravo. Qui fait une belle remontada. Et sinon, des gens. Il y a du plus de 52 places là au niveau de la 95e position avec Lan 29. En tout cas, il a l'air plus rapide sur la rousse que sur le terrain. Tout à fait. Si. On a plus de nouvelles de Charlinson par contre. Oui. Charlinson qui est. Ah, qui est 4e, pardon. Pardon. Charlinson qui, depuis Chypre, qui continue à parier. Et ça, on le salue, s'il nous écoute. Voilà, messieurs, pour la rouste. Parfait, passons aux résultats des jeunes et des féminines. Et donc, commençons par la N3 qui n'a pas joué, puisque le match contre Fougères a été reporté. Il devait se dérouler samedi soir. Il a été reporté parce que Fougères ne serait pas rentré en Ille-et-Vilaine à temps pour le couvre-feu. Et oui, il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent, jusqu'à ce que peut-être le foot amateur soit totalement stoppé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque donc le match a été reporté à samedi prochain. Ce sera à 14h30 à Ménespol. Horaire, voilà, pour justement permettre à Fougères de rentrer dans les temps en Ille-et-Vilaine. Horaire pratique, puisque vous pouvez aller voir l'AN3, puis être à temps pour voir le Brest-Rennes qui aura lieu à 17h. Tout à fait, si vous évitez évidemment les bouchons de 4h30. Ça, c'est toujours un petit problème du côté notamment du côté du phare de l'Europe. Les U19, donc j'y étais, puisque comme je vous l'ai raconté dans le dernier podcast, dans le 52, pas bis, évidemment, et non pas pubis comme JCP. JCP était tout le temps blessé au pubis, on s'en souvient. Les U19 qui se sont inclinés comme les pros 3-0, donc autant vous dire que c'était pas la joie dimanche après-midi du côté de Penhélène et de Francis Leblay. Alors donc les U19 qui ont pris 2 buts très rapidement, après 10 minutes de jeu, ils étaient menés 2-0. Un troisième but, je crois, juste avant la mi-temps. Donc 3-0 à la mi-temps, c'était pas la joie. Mais c'était quand même un match relativement agréable, avec toujours des idées de jeu. Un peu à la manière des pros. C'était vraiment, pour le coup, il y avait des idées de jeu, il y avait de l'envie, il y a eu de la révolte en deuxième période. Mais pas de but. Et toujours, par contre, un Simon Lebras très agréable à voir jouer. Toujours né en 2004, donc surclassé. Vraiment un très très beau joueur et un très gros espoir pour le club au poste de milieu de terrain, relayeur, meneur de jeu. Les U17 n'ont pas joué puisque ce sont les vacances. D'ailleurs, les U19 ne joueront pas le week-end prochain non plus, puisque ce sont les vacances. Ce sera la Toussaint, il me semble, puisque ce sera le 1er novembre, dimanche prochain. C'est ça. Les U19 qui sont d'ailleurs 9e, avec 11 points dans un championnat qui est très, très homogène. Et il y a certaines équipes à qui il manque pas mal de matchs, pour diverses causes, voilà, notamment pandémiques. Mais voilà, donc les U19 qui dégringolent pas mal quand même, attention, puisqu'ils sont 9e et les 3 derniers descendent. Donc comme je disais, les U17 n'ont pas joué et ils ne joueront pas non plus le week-end prochain, ce sont les vacances. Et la D2F qui n'a pas joué non plus ce week-end, et qui jouera contre La Roche-sur-Yon samedi à 18h30 au Relais Quéruon. Voilà pour les résultats des jeunes et des féminines. Donc il n'y a qu'une équipe qui a joué évidemment, mais une sale semaine pour le Stade Brestois dans sa globalité. Et une sale semaine aussi pour certains anciens Brestois, une très belle pour d'autres anciens Brestois. Tu préfères que je commence par qui? Par ceux qui ont brillé ou ceux qui sont un peu en galère? Tâchons de terminer un peu ces news sur des notes positives, parce qu'en ce moment c'est pas la joie, donc voilà. Eh ben, la première note positive, c'est quand même Robin Lenormand, qui a donc découvert la Coupe d'Europe avec l'Europa League. Ils l'ont emporté face, tu me reprendras sur la prononciation, je crois que c'est Rijeka. Rijeka. Ils l'ont emporté 1-0 un peu à l'arrache, mais du coup Robin Lenormand devient seulement le 4e ancien Brestois à avoir joué l'Europa League après avoir joué à Brest. Donc évidemment, il y a eu Franck Ribéry, Nolan Roux et récemment Christian Batocchio. Et donc le premier formé au club. Voilà, surtout ça. Donc un club qui progresse, qui commence à se montrer. Et précisons, voilà, Ibrahima Sissoko a joué l'Europa League, mais pas les phases de poule Oui, de l'Europa League, donc ça ne compte pas évidemment. tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est quand même la bonne grosse nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est en... Évidemment, on reprécise que on parle du stade brestois voilà, depuis pas le Brest Armorique, quoi. Voilà, le stade brestois Oui, de l'ère récente. Parce mais qu'évidemment, il y a les Makelele, machin truc. évidemment. Mais c'est vrai que bon, si on commence à partir au-delà des années 90, ce n'est plus le stade brestois de la nouvelle ère, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et on va rester dans le positif. Il y a un ancien Brestois pour qui ça se passe vraiment très très bien, c'est Pierre Magnon du côté d'Avranches, qui est donc solide leader de National. Bon, malheureusement, le championnat de National est un peu tronqué puisqu'il manque plein de matchs. Il n'y a eu que 3 matchs ce week-end. Mais voilà, solide leader de National. On espère le voir en Ligue 2. Il est pour l'instant titulaire assez indiscutable du côté d'Avranches, donc c'est très bien pour lui. Un autre Brestois que je dois mentionner parce que je l'ai vu en réalité, c'était Pierre Patron qui a joué avec Le Mans dans le derby de la Maine face à Laval. Match nul 0-0 et un penalty arrêté par Pierre Patron après seulement 3 minutes de jeu. Donc j'y étais, je peux dire bravo Pierre Patron. Mais malheureusement, par contre, c'est quasiment les seules nouvelles positives. On peut peut-être ajouter un but de Charlison Benchop avec son équipe à Chypre face au Néa Salamis, mais bon, Bien c'est sûr, ça gaze au niveau pronostic, ça gaze aussi sur le terrain pour Charlison. voilà, c'est à la limite c'est ce qu'on peut retenir. Mais par contre, si évidemment, il y a Auxerre qui se remet un peu la tête à l'endroit. Victoire 4-0 ce week-end et victoire 5-1 2 semaines auparavant face à Chambly. Mais malheureusement, entre-temps, ils ont perdu contre Guingamp. Sur un but de Brian Pelé, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Tout à fait. 2-0, premier but de Brian Pelé. Et il y a un Brestois quand même qui s'en sort très bien pour l'instant, c'est Mathias Autrette qui lui fait d'excellents débuts à Auxerre. Voilà, je pense, hein, c'est un simple avis qu'Auxerre va être trop juste pour monter en Ligue 1. Mais voilà, au Mans, il a l'air de s'éclater, c'est l'essentiel. Mais malheureusement, c'est peut-être le seul ancien Brestois qui s'éclate ces temps-ci, puisque le Brighton de Neil Maupay est en grosse difficulté. Bon, il y a plus mauvais qu'eux derrière, mais ça commence à sentir un peu le roussi. Et voilà, globalement, les Brestois ont un peu de mal sur ce début de saison. Très bien, eh ben, je crois que ça conclut les news. Et on va passer donc à la rapide présentation de ce Stade Rennais, Stade Brestois. On a décidé évidemment de couper un peu cette présentation, donc pour les raisons que j'ai citées au début du podcast 52, c'est-à-dire que à la base on ne connaît pas trop les groupes, donc on avance un peu dans l'expectative au niveau des forces en présence des deux côtés. Pour moi, pour nous en tout cas, et pour vous, parce que c'est souvent ce qui ressort, l'interview d'en face est tout le temps, est généralement très très agréable et très instructif pour vous, pour connaître justement comment ça se passe de l'autre côté du rond central. Et bah, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des supporters qui suivent les équipes au quotidien et plutôt que d'avoir le point de vue brestois du match à venir. Après voilà, on pourra toujours apporter nos avis sur quelques présentations sur des matchs qui en valent la peine. Là pour le coup, on répéterait assez régulièrement ce qu'on dit depuis plusieurs semaines pour ce match contre Rennes. Donc je vais te laisser la parole avec Romain donc de Radio Roison. Et bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de Brestonner, pour l'épisode 53 et ce débrief de, espérons, cette non-défaite, on va dire cette non-défaite hein, de Brest à Rennes pour ce derby breton au Roison Park. Allez Brest! Alors forcément, cette musique, tous les fans de football la connaissent. Quelqu'un qui ici la connaît peut-être mieux que nous, c'est Romain. Romain de Radio Roison. Tu l'as entendu quand même 2 fois pour l'instant. Salut Yann. Ouais, je l'ai entendu et ça fait tout drôle. C'est une musique qu'on entend depuis qu'on est tout petit et on rêvait de l'entendre au stade. Donc voilà, moi ça a été le cas en plus au Roison Park en direct puisque j'ai eu la chance d'assister à ce match, de faire partie des 5000 chanceux contre Krasnodar. Bon, évidemment, là, on a suivi aussi de loin contre Séville. Mais ouais, ça fait tout drôle de voir nos rouges et noirs avec cette musique. Et bah justement, c'est une musique qui quand même va vous accompagner quelques semaines. Vous l'avez eu mercredi dernier, si je me trompe pas, vous l'aurez C'est ça. mardi prochain. Ouais. Est-ce que
cet agencement du calendrier, première question, est-ce que ça fait au final de la réception de Brest un match presque secondaire? Non, je pense pas du tout, parce que, non d'ailleurs je crois que c'est non, non, je crois d'ailleurs que c'est mercredi contre Chelsea et non, non, pas du tout parce qu'il y a une donnée très importante, bon, il faut pas oublier que le championnat reste la priorité et c'est surtout on enchaîne les mauvaises performances en championnat depuis 3 matchs. On fait nul contre, Reims, ce qui n'est pas honteux. On fait nul contre Dijon, là c'est un peu plus chaud et on perd contre Angers à domicile. J'étais à ce match aussi, donc c'est très dommage, surtout ce qu'on propose en ce moment. On a le droit de se poser des questions. La chose très importante, c'est qu'on joue Paris la semaine prochaine. Et donc ce match contre Brest est hyper important parce qu'on est dans un moment où nous, on est en baisse de confiance. On commence à avoir des absents, Eduardo Camavinga notamment et qui est évidemment notre meilleur joueur. Donc c'est dommageable, on a besoin de reprendre confiance avant d'affronter Paris, parce que sinon ça peut être très compliqué. On a les matchs européens qui continuent, on a Chelsea, là, très très gros match, du coup je crois que c'est mercredi. Mais c'est surtout que voilà, il faut se relancer en championnat, il faut reprendre de la confiance parce que on perd des points contre des équipes que c'est vraiment des points de perdus, hein. Contre Angers, on n'a pas le droit de perdre comme ça. Contre Dijon, fallait gagner. Enfin, c'est évident, quoi. Et au vu du début de saison, on était en droit d'attendre mieux là de cette période-là. Donc on sait que l'automne est toujours source de problèmes à Rennes, ou en tout cas source de questionnement. Donc il va falloir se relancer impérativement demain. Donc il faut pas s'attendre à avoir un turnover côté rennais en dehors des absents? Ah non, du tout, du tout, du tout, et on peut pas se le permettre parce que, comme je t'ai dit, Eduardo Camavinga n'est pas là. Parce que bah, du coup, on a Grenier et Martin qui viennent de jouer là en Europa League, mais on n'a pas le choix en fait, on peut pas faire tourner. James Leasiliki est en reprise, donc il a fait ses premières minutes là depuis de la saison finalement, puisqu'il s'était blessé contre Saint-Etienne, si mes souvenirs sont bons, en amical avant la saison. Donc là, il a fait ses premières minutes là contre Séville. Il va pas pouvoir enchaîner tout le match, les 90 minutes clairement contre vous. Donc, à un moment, voilà, on a Steven Nzonzi qui était suspendu d'ailleurs. Je vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais c'est une hérésie. Je sais pas si tu as suivi un peu. Il a été suspendu par Oui. l'UEFA pour la Ligue des Champions. Donc, lui sera de retour. On a Grenier et Martin. Et sinon, derrière, ouais, non, on peut pas faire tourner. On a Rougani qui s'est blessé en défense. On a peut-être un retour de Niamsi qui était blessé également. Mais non, on peut vraiment pas se permettre de faire tourner. Juste pour compléter, il me semble que Flavien T sera également absent. C'est ça, ouais, carrément. Incertitude sur Bourigeaud au milieu. Donc c'est pour ça que je te dis que, ouais, il y a des incertitudes à ce niveau-là. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre, je sais que ça en a pas mal parlé ces dernières semaines, à un changement de système côté rennais? Nous, on a pensé déjà quand on parlait de la Ligue des Champions, notamment contre Séville, on savait qu'il fallait subir le jeu parce que sinon on allait se prendre, bon, on pouvait se prendre une branlée clairement. On n'a pas été hyper bon contre Séville, on va pas se mentir. Le nombre de tirs qu'on concède est faramineux. On n'a pas fait la performance du siècle, hein, on est bien d'accord, mais on ne prend qu'un but. On a un Alfred Gomis d'ailleurs qui a été hyper rassurant. Donc nous, on pensait pourquoi pas partir sur une défense à 5 avec un Marie Traoré qui pourrait un peu plus se projeter, avec un Dalbert qui pourrait prendre confiance sur une défense à 5 aussi et qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant. Là, un petit peu moins. Parce que c'est vrai que quand on a 3 bons défenseurs, Aguerd, Rogani, Da Silva, à 3, c'est pas déconnant de les mettre, hein, ça pourrait être même très intéressant, parce qu'on n'arrive pas encore à se décider entre Aguerd et Rogani. Enfin, on verra. Rogani, sur le papier, c'est quand même un très bon défenseur. On l'a pas assez vu pour le moment. Bon, là, voilà, il est blessé. Mais du coup, ouais, non, je sais pas, tactiquement, Nyang n'est pas de retour, ou alors peut-être fera son retour là contre Brest, mais c'est même pas évident. Donc est-ce qu'on passerait à 2 avec Unou Guirassy en pointe? Quand Nyang reviendra, je pense, ouais, ce serait bien possible. Quand il reprendra un peu des minutes, mais je pense que ça sera après la trêve s'il faut. Mais sinon, là, non, c'est pas évident. Du coup, tu évoquais juste avant les difficultés du Stade Rennais ces dernières semaines en championnat. Ouais. Ça contraste un peu avec le début de saison qui était excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une baisse de régime ou peut-être un manque de réussite?
Beaucoup de choses. Comme je te disais, l'automne n'est jamais bon à Rennes. Si on revient il y a 3 ans, Christian Gourcuff a fait les frais de l'automne quand on change de présidence, hein, c'était en novembre. Ensuite, l'année d'après, Sabri Lamouchi, donc c'est Julien Stéphan qui est arrivé. L'année dernière, on a eu aussi une grosse baisse de régime à l'automne. Il a fallu d'ailleurs, les Rennais s'en rappelleront, un coup de grâce. Yann Bo, qui pour l'un de ses premiers matchs, si je dis pas de bêtises, inscrit le but contre Saint-Etienne en toute fin de match. Et depuis ce match-là, on avait plus perdu on a enchaîné un nombre de victoires incroyables. Et avec Angers, du coup, c'était la deuxième défaite, si je dis pas de bêtises, à domicile depuis ce revirement de situation contre Toulouse. Donc, ouais, l'automne n'est jamais bon à Rennes. Après, il y a quelque chose de très important qu'a dit Julien Stéphan tout à l'heure en conférence de presse. Je l'ai écouté cet après-midi. C'est hyper important et c'est vrai que Rennes n'a plus l'occasion et le temps de s'entraîner. Et quand on prépare un match toute la semaine, comme vous par exemple, ça va être le cas, on peut beaucoup plus se projeter et prendre la mesure de l'adversaire que nous. Là, clairement, on joue tous les 3 jours. Il faut aussi du repos pour laisser physiquement la charge est hyper importante, hein, physiquement et moralement d'ailleurs. Donc ouais, ils ont pas le temps de s'entraîner ou très très peu. Et c'est aussi l'une des données très importantes parce qu'on sait que Julien Stéphan, il prépare énormément ses matchs de base. Et ouais, non, ça c'est une donnée qui est très très importante et c'est en partie, je pense, voilà, la cause de cette passe qui est mauvaise. Et on va peut-être maintenant recentrer juste sur les Brest-Rennes. L'an dernier, il y en a eu 2. Ça a été les 2 des 3 0-0 donnés par le Stade Rostov 29. Ouais. C'est globalement pas des très grands matchs. Tu t'attends à voir un peu la même chose demain? Honnêtement, je sais pas parce que Rennes a vraiment besoin de reprendre confiance. Mais je sais que Brest a des. Enfin voilà, moi je suis Brest, hein, je suis brestois de naissance, j'ai ma famille qui est de Brest, donc je suis toujours les résultats du club et même les matchs, hein, je les regarde, j'avais regardé contre Strasbourg d'ailleurs. Vous avez pas fait un bon match la dernière fois, on est bien d'accord là-dessus, je pense. Mais il y a quand même de la qualité à Brest. Et je pense que ça va être un match intéressant. Moi, c'est toujours des matchs, voilà, à titre personnel, qui sont un peu atypiques pour moi, mais honnêtement, Rennes a besoin de prendre des points. Rennes a surtout besoin de se rassurer. Et ça va être. On va pas rester. Franchement, un 0-0, ça m'étonnerait fort. Euh, un prono, franchement, j'aurais du mal à te le donner. Mais je pense que ça va être intéressant et on va pas du tout voir un vieux match de Ligue 1 dans le cliché du 0-0. Non, je pense que ça peut être très intéressant. Et comme je te dis, voilà, il faut se rassurer. Donc les gars vont y aller, quoi. Donc un match avec un Stade Rennais plutôt porté vers l'offensive. Se rassurer, c'est aussi défensivement. Aguerd et Da Silva contre Angers, c'est pas rassurant. Contre Dijon, c'est pas rassurant. Donc non, vraiment sur tous les secteurs. Là, le seul qui a rassuré ces derniers temps, c'est Gomis. Et contre Séville, il était très bon. Mais sinon, je pense qu'il faut à peu près partout se rassurer. Se rassurer, par exemple, pour Dalbert aussi, qui enchaîne les matchs et qui n'arrive pas. Il n'a pas joué là en Ligue des Champions. Enfin, il n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc, se rassurer pour lui. Ou alors Adrien Truffert qui sera peut-être à gauche. Mais à voir. Mais en tout cas, se rassurer vraiment sur tous ces plans-là. Et au milieu, notamment d'ailleurs. Grenier, Martin, y compris. Et peut-être à l'inverse, en dehors d'Alfred Gomis, il y a un joueur en forme du côté rennais, quelqu'un que tu vois bien faire la différence sur ce match-là? En forme, oui. Régulier, non. On a vu une montée en régime de Martin Terrier contre Krasnodar. Et là, pour le coup, il a clairement pas été là contre Séville. Contre Angers, c'était compliqué. Donc, en forme, qui serait à suivre, ouais, peut-être Martin Terrier. Guirassy, j'aime bien le genre de personnage parce qu'il touche pas beaucoup de ballons. Contre Séville, il en a vraiment pas touché beaucoup. Et je me dis que là, bon, il va potentiellement quand même plus en toucher. Hein. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Brest, c'est pas exactement le même jeu que Séville. Donc il y a moyen qu'il touche plus de ballons, qu'il ait un peu plus la rage. Et ouais, non, pourquoi pas un bon Guirassy ou même une rentrée du Nou, ou titulaire d'ailleurs, pourquoi pas. Il a marqué la semaine dernière. Adrien Hunou est déjà à 2 buts en étant sub cette saison. Donc lui, il peut carrément avoir la niaque et amener ce truc-là.
Et peut-être à l'inverse, est-ce qu'il y a un joueur du côté de Brest qui t'impressionne? Parce que ça fait quand même plusieurs semaines que Brest est aussi en difficulté, on a un peu Ouais. de mal à voir d'où ça vient. Ouais, bah moi comme je dis, je suis ça aussi. Je pense qu'il y a un problème au milieu avec le départ de Diallo, c'est évident. Des joueurs que j'aime bien à Brest, je sais pas, je crois d'ailleurs enfin tu vas me dire, mais Romain Perraud, il peut jouer ce match? Il va le jouer. Ouais, il va le jouer. Donc bah moi j'aime bien ces côtés-là. Après, bah, devant Steve Mounier, honnêtement, bah, il prouve pas encore ce qu'on attend de lui, ou en tout cas le Steve Mounier d'il y a plusieurs saisons, quand il a mis, je crois, 17 buts en Ligue 1 avec Montpellier. Ça reste un joueur hyper intéressant. Et donc, ouais, centre de Perraud pour même une tête de Mounier ou du jeu dans le centre, ça reste toujours très dangereux. Perraud, d'ailleurs, on le suivait quand il était en Ligue 2, je sais qu'on était sur lui aussi, donc je suis aussi ses performances. Et non, franchement, j'aime bien cette équipe de Brest. En plus, cette année, c'est assez intéressant le recrutement. Donc non, je sais qu'il y a vraiment des forces du côté de Brest, et c'est pour ça que ça devrait être un match engagé. Ouais. Un match engagé, donc voilà ce que semble nous prédire Romain. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? On le saura donc seulement à 17h, et on se retrouvera d'ailleurs dans la foulée, aux alentours de 19h30, pour un petit débrief en live avec l'équipe de Brest Tonnerre. Il y aura Franche, il y aura peut-être Quentin, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera sur le compte Twitter. Et en attendant, bien, bon match et allez Brest! Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.